François, bon, les carnets, quelque chose qui, qui part du cœur. Il y a quelques semaines, j'étais allé à Poitiers, dans le vieux Poitiers. J'ai plusieurs raisons d'y aller, mais principalement pour Rabelais, parce que ça faisait pile 500 ans, ça fait pile 500 ans que Rabelais échappait son couvent de Fontenay-le-Comte, devenu précepteur là, des neveux du grand seigneur Geoffroy d'Estissac, qui possédait l'abbaye de Maizet, à laquelle va être rattaché Rabelais, probablement sans jamais y passer une nuit, mais il vivait plutôt dans un château près de Fontenay-le-Comte à l'Hermenot, mais aussi à Poitiers, où il avait hôtel particulier, possédait la grosse abbaye de Ligugé, et Rabelais va passer 7 ans à Poitiers. C'est là qu'il accède à lui-même. Et pour ça, moi, la vidéo, les repérages que je faisais, vidéo, j'espère qu'avec le temps qui s'éclaircit, ça va être pour bientôt, c'était la première fois où il découvre cette puissance, cette autoritaire ville de Poitiers, enfin, ville qui fait autorité, ne serait-ce que pour l'université. Et pour ça, reprendre le chemin qu'a fait Rabelais, arrivant là du sud-ouest. Et sur le plan de Poitiers, il y a une rue qui s'appelle rue de la Tranchée. Alors c'est une rue, c'est vrai, qui porte au système parce qu'elle est infiniment longue, un peu tortueuse. C'est une espèce de saignée qui a dû être faite dans le vieux tissu médiéval, donc elle est postérieure à Rabelais, mais c'est quand même le chemin par lequel si longtemps on montait pour rejoindre le vieux centre de Poitiers. Alors maintenant, évidemment, c'est une rue à l'abandon, les voitures contournent, c'est le long du parc de Blossac. Donc Blossac juste en contrebas, là, c'est une espèce d'énorme boulevard là, qui longe la gare, là aussi à 4 voies avec les bus, les tramways. Et la rue de la Tranchée, elle est quasi abandonnée. Et ça, c'est le meilleur de ces vidéos, tu vois. Tu les fais, on est en petit comité, tu penses bien, vu ce dont je parle. Mais il y a des petits commentaires, et ces commentaires, ils s'installent là-dessous. Et c'est ça, pour moi, qui est infiniment précieux. Et là, mais à Poitiers, avez-vous vu la librairie La Paresse, rue de la Tranchée? Alors d'abord, même, j'ai confondu, parce qu'à Tours, on a une grosse avenue qui s'appelle la Tranchée. Et pareil, c'est la rue par laquelle du vieux Tours, on traverse la Loire, on s'en va vers les routes qui mènent au Mans, à Paris. C'est une avenue qui maintenant totalement déclassée. Il n'y a jamais de commerce qui arrive à tenir. C'est toujours un peu triste de monter la Tranchée. Mais non, c'était la Tranchée de Poitiers. Et c'est là que j'ai découvert ce livre, Le Corps des libraires. Et Le Corps des libraires, volume 2, qui est paru là, l'été 2023, j'en avais jamais entendu parler. Et vous? Et Corps des libraires, le volume 1, il est paru en 2016, il a été réimprimé en 2021, ça veut dire que, il y en a qui ont été un peu plus futés que moi et qui l'avaient repéré, ce livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces deux petits bouquins, là, édition de la bibliothèque? Alors, l'auteur s'appelle Vincent Pointé, il est dit qu'il est libraire, il est dit qu'il est dessinateur, j'en sais rien, j'ai jamais été en contact avec lui sur les réseaux, j'ai même pas fouillé. Moi, ce qui compte, c'est ça. Jorge Luis Borges, me sera-t-il permis de répéter que la bibliothèque de mon père a été le fait capital de ma vie? La vérité est que je n'en suis jamais sorti. Ouais, mais moi, là, tu vois, il y a quelques livres dans ce qui m'entoure, et cette bulle-là de 3 mètres sur 2, depuis 3 ans, est-ce que j'en sors? Non, j'en sors plus beaucoup. J'ai une aspiration à lire, travailler, ce que j'ai parcouru un peu trop vite. Ma bibliothèque, est-ce que j'ai accumulé les livres? Non, plutôt elle se recompose, j'en élimine pas mal. C'est pour ça que ça m'a rejoint. Est-ce que partout au monde, dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville, j'ai pas été voir les librairies?
à Madison, Wisconsin, à Toronto, Ontario, et puis ainsi de suite, à Tokyo, le Strand à New York, City Lights à San Francisco, et puis en France, à chaque fois que tu vas là, que tu traverses, tiens, t'es dans le Cantal à Aurillac, ou bien tous les ans, tu te débrouilles pour passer voir ce petit bouquiniste à l'île sur la Sorgue. Non, toujours, tu arpentes. Quand je me souviens du Paris des années 80, c'était ma chance. Tu avais les librairies spécialisées, les librairies géographie, les librairies SS, sciences. Bon, ben maintenant, tout ça, c'est devenu soit des marchands de pantalons, soit des marchands de trucs bouffe vite. Mais les librairies sont notre carte intérieure. Et lui, si vous prenez la première phrase du Corps des libraires, volume 2, « Je suis pour ma part convaincu qu'une librairie est en soi un magasin de labyrinthe. » Alors, on va y aller. Et alors, dans le premier tome, on a une vingtaine de librairies. On va en visiter ensemble quelques-unes. Et bien là, la librairie de la Paresse, rue de la Tranchée, à Poitiers. Vous connaissez. J'imagine que chaque ville, ou presque, abrite une rue ou un passage jadis mal famé, dont on a changé ou maquillé le nom pour effacer la mémoire de ce qu'il s'y était passé. L'exemple qui me vient spontanément est la rue du Pélican, dans le quartier des Halles, à Paris, opportunément rebaptisée ainsi, sur une heureuse concordance phonétique avec son ancien nom, la rue du Poil au con, qui laisse deviner la nature de l'activité qui s'y tenait. La rue de la Tranchée, à Poitiers, morne artère qui menait autrefois les voyageurs venus du sud-ouest vers le centre de la ville, n'a quant à elle pas changé de nom. On en a simplement détourné le sens. Elle n'est plus la porte d'entrée de la ville, mais la voie de sortie, sorte d'injonction à l'oubli faite aux voyageurs, parce qu'elle est à sens unique. Un parc qui porte le nom d'un intendant de Louis XV, donc le parc Blossac, sorte de jardin des Tuileries provinciales, et l'église Saint-Hilaire, justement, c'est là, à l'église Saint-Hilaire, que Rabelais probablement logeait, puisque ça faisait partie là, de la galaxie Geoffroy d'Estissac, en marque de part et d'autre, à peu près le milieu. Non loin du presbytère s'ouvrent les escaliers du diable qui offrent aux piétons téméraires un raccourci vertigineux vers le lugubre boulevard qui longe la gare tout en bas du plateau. Les habitants de la ville admettent parfois, tard, dans le secret des conversations privées, lorsqu'il n'est pas possible de faire autrement que de l'évoquer, le caractère flottant et incertain de cette rue, une tradition tenace, mais d'ailleurs en doute sa longueur réelle, dont certains affirment qu'elle varie en fonction du jour, de la nuit ou des saisons. Les mêmes tentent de se rassurer en expliquant ce phénomène par le climat qui règne dans cette rue. Le plus souvent domine une nébulosité persistante, ténue comme une gaze légère, qu'il n'est possible de percevoir que par la fraîcheur caractéristique qui pénètre les poumons à chaque inspiration. Il arrive néanmoins que le brouillard atteigne une densité telle qu'il devient difficile de distinguer sa main au bout de son bras tendu. Vous voyez, comme ce motif fantastique là de brume ou de brouillard qui fait surgir la ville fantastique à l'intérieur de la ville ordinaire. Vous voyez la phrase, comme c'est... Oh. Mais aussi qu'à l'improviste surgisse un soleil de plomb à faire se convulser l'air, jusqu'à provoquer, parmi l'alignement des maisons, des perspectives si dévoyées. Allez voir sur Google Street View, tiens, rue de la Tranchée à Poitiers, vous comprendrez d'un seul coup que leur contemplation est capable d'ébranler un temps les esprits les plus cartésiens. J'ai souvent subi ces sautes d'humeur météorologiques, bien au-delà du parc et de l'église. Je ne la connais que trop bien. Malgré mes efforts et le temps écoulé, je n'ai pu me défaire de l'image de ces façades balsaciennes aux pierres jaunes, aux volets coffrés ou résolument clos. Tu vois, ce mec, je suis sûr qu'il connaît Poitiers autant que moi. Je revois les longues enseignes peintes juchées au-dessus des échoppes peu fréquentées,
les vitrines en bois à la peinture écaillée dans lesquelles glissent des articles désuets, c'est fini maintenant tout ça, décolorés jusqu'à prendre la teinte bleue caractéristique des époques révolues. Je me souviens aussi des portes renfoncées, étroites, construites comme autant de secrets malaisés à manœuvrer, qui, une fois refermés, confèrent à tout des airs de tombeau. La sagesse pousse les habitants de Poitiers à ne pas évoquer l'existence de la rue de la Tranchée plus que nécessaire. Ils se sont simplement résignés à s'accommoder des circonstances quand le sort a décidé qu'il la leur faut emprunter. On ne s'y promène pas, personne n'y musarde, et pour aller au parc, chacun préfère instinctivement à l'entrée principale l'entrée du boulevard, loin de l'autre côté. Pourtant, à l'étroite voie, on va y arriver à la librairie, on va y arriver. Dans le tome 2, dans le volume 2, les textes prennent plus d'ampleur que le premier où on est d'emblée intérieur librairie, vous allez voir. Pourtant, à l'étroite voie carrossable répondent de vastes trottoirs pavés qui pourraient s'avérer agréables si la brume tenace ne les rendait traîtres et glissants. Si elle n'était aussi longue, on pourrait dire de cette rue qu'elle est un îlot de solitude, mais à bien y réfléchir, son nom lui convient parfaitement, car elle tient plus de l'abîme que de la terre qui surnage. Ses habitants, dans cette atmosphère si particulière, vivent comme retranchés du monde. Les plus anciens d'entre eux, de moins en moins nombreux, ne la quittent guère plus, sinon pour s'occuper d'affaires graves. Compte tenu de la réputation de la rue, l'essentiel des résidents se compose d'étudiants, un temps ravis d'avoir trouvé à se loger pour un loyer ridiculement modique. Je n'ai pas d'emblée compris pourquoi, après avoir élu domicile, peut-être, ça me fait toujours penser à cette nouvelle de H.P. Lovecraft que j'ai éditée en bilingue, la musique d'Eric Zahn, où on est aussi comme ça dans une espèce de surplomb en pente au-dessus de la ville, avec ces petits logements misérables. Nos connaissances estudiantines originaires de la ville m'ont regardé curieusement avant de m'assaillir de questions. Il s'agissait principalement de savoir combien de temps je comptais y demeurer. Je vais sauter un petit peu... Mais aller y voir coûte 14 balles. Un soir, comme nous quittions un peu éméché notre café favori pour rentrer chez nous, Ducol s'est fendu d'un trait ironique sur la rue de la Tranchée. Et les nombreuses histoires qui s'y rattachent, il a, entre autres, évoqué la librairie La Paresse, une librairie dont personne ne semble être en mesure de donner l'adresse, et qui n'apparaît que lors de ce que les vieux habitants de la rue appellent la brume. Un phénomène de diffraction de lumière quand elle bute sur l'épaisse muraille vaporeuse qui empêche la raison de faire confiance à ce que les yeux perçoivent. Je me souviens avoir trouvé en cette histoire une analogie inattendue avec le clocher de la paroisse des Réprouvés de Paris. La littérature concernant la paresse manque tragiquement. Les guides noirs des éditions Tchou, eux-mêmes, restent muets. Seuls quelques articles parus dans La Nuit Pictave, sorte de tiré à part d'une austère publication dont l'objet consistait à répertorier les parutions qui touchaient de près ou de loin Poitiers et sa région, abordent le sujet. La paresse se dévoile au tomber du jour. Elle semble flotter, comme si elle occupait le dernier étage d'une bâtisse qui s'élève bien au-dessus des immeubles de la rue. Ses vitrines diffusent une lueur pâle qui perce résolument malgré l'épaisseur de la rue. Un observateur patient sera en mesure d'apercevoir le va-et-vient du libraire qui s'affaire en ses murs. Parfois, la petite porte vitrée s'ouvre sur le vide sans que personne n'en sorte ou y pénètre. Sur le pas de la porte, on distingue une grande volée de marche qui indique la présence d'un escalier extérieur que personne, le jour venu et la brume dissipée, n'est en mesure de localiser. 2 théories sont communément retenues afin d'expliquer le nom de la librairie. La seconde, je saute, est une ironie. C'est pourquoi, malgré le sérieux de la première, elle suscite ma préférence.
Elle s'amuse du témoignage douteux de ces quelques-uns qui, de loin en loin, affirment s'être trouvés par hasard au pied des marches qui mènent à la paresse et qui, confrontés à l'ascension de l'immense degré, ont renoncé. Il y a encore 3 pages, 2 pages et demie, là, où on visite la paresse à Poitiers. Et c'est mystérieux aussi pour moi. C'est-à-dire, un petit commentaire qui devient en YouTube, et merci. Je retrouve là sous ces vidéos le même bonheur là qu'au tout début des blogs. Et moi, Poitiers, tu comprends, c'est ma terminale, c'est ma première grande ville. Et dans ces petits commentaires YouTube, tu vois. Mais la librairie La Paresse, rue de la Tranchée, vous la connaissez ? Et moi, j'avais interprété La Tranchée à Tours, et non, La Tranchée à Poitiers, et je revois cette rue, mais pour moi, c'est des rues tellement tortueuses, abandonnées, et tu te dis, tiens, il faut que j'aille voir, tu vois, pourquoi un petit commentaire comme ça, et c'est comme ça là qu'on travaille ensemble. Et donc j'ai lu d'abord La Paresse à Poitiers, puis ensuite je suis venu là à cette vingtaine de librairies. Tenez, ça s'ouvre. Alors là, Angoulême, évidemment, Balzac, mais pour moi aussi, au buffet de la gare d'Angoulême. C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite. C'était juste à 50 bornes là, de Civray où j'habitais. La librairie du Pinson Violet se situe un peu à l'écart du centre d'Angoulême, dans une rue à forte pente, au trottoir étroit, malaisé, loin des commerces et des rues fréquentées. Un brouillard privé, tu vois, c'est comme si dans le premier tome, il écrivait cette librairie du Pinson Violet à Angoulême, et que de là naît le besoin d'y retourner, et tu arrives à cette vérité supplémentaire pour l'auteur qu'est créer la librairie de la Paresse à Poitiers. Un brouillard privé constitué d'une pellicule de poussière jaune cendrée recouvre en permanence ces vitrines peu éclairées. À l'absence de lumière s'ajoute une étrange moquette vert foncé dont les propriétaires ont cru bon de revêtir le sol. Cet antre silencieux et surchauffé aux allures de mangrove abrite 2 libraires souffrant d'affections oculaires sévères. Leur regard, déformé par de grosses lunettes aux verres épais, indique aux intrus qu'il ne faut pas les déranger. Comme il arrive parfois aux vieux couples, ils ont fini par se ressembler. Pour accentuer cette ressemblance, ils portent le même type de costume. Leurs vestes s'ouvrent sur des débardeurs aux couleurs ternes d'où poussent jusqu'à leur cou engoncé des cravates tricotées. Chacun coiffe ses cheveux à plat, avec une raie impeccable, à gauche pour l'un, à droite pour l'autre, une symétrie capricieuse et les a tous 2 affublés d'une grosse verrue imberbe sur le front et la joue. Il en est toujours un, apparemment inoccupé, qui passe en revue les rayons aux livres alignés comme à la parade, tandis que l'autre, assis à un bureau de style empire, s'absorbe en quelques tâches énigmatiques. Balzac écrit dans Les Illusions perdues que les gens généreux font de mauvais commerçants. De fait, la façon qu'ils ont de considérer les clients n'incite pas à la dépense. Ces libraires mettent un point d'honneur à exceller dans l'art délicat du découragement. On dit que l'un d'eux est le dernier héritier de 3 ou 4 générations de libraires. Comme ses prédécesseurs, il souffrirait d'un mal héréditaire qui l'empêche de se défaire des choses. Les livres ne font pas exception. L'associé, un peu comme s'installent les habitudes, aurait fait sienne la maladie de l'autre. La librairie du Pinson Violet, à cause ou grâce à l'affection de ses libraires, jouit depuis longtemps d'une haute réputation dans le monde des bibliophiles. Son fonds contient, à les en croire, une extraordinaire quantité d'éditions originales. Bien peu, néanmoins, ont poussé la porte du Pinson Violet et en sont sortis victorieux, nantis d'un volume. Le regard désapprobateur que les libraires posent sur ceux qui ont la velléité de franchir leur seuil possède en effet l'étrange pouvoir de briser les volontés les plus résolues. Étrangers aux exigences économiques, reclus dans leur pénombre, les libraires du Pinson Violet se contentent d'attendre la fin du jour. Alors, librairie Lectoplasme dans la Petite France à Strasbourg. Ah, Saragosse.
Et celui-ci, c'est juste encore 2 pages, mais je vais juste faire une petite balade par saut comme ça. Il existe à Saragosse une librairie dont les libraires interdisent au public de franchir le seuil. La porte s'ouvre sur un couloir de 3 à 4 mètres qui s'achève, comme la salle d'attente d'un organisme administratif, par un guichet. Des chaises plutôt inconfortables sont alignées contre le mur. Un distributeur jaune, à l'entrée, invite le nouvel arrivant à prendre un numéro et attendre son tour. Le moment venu, une voix derrière le guichet appelle votre numéro. Severiano Royo, Pacueto Murga et Eladio Meoca, je prononce comme je peux, sont devenus les plus célèbres libraires d'Espagne en poussant à l'extrême la prescription et le conseil. Tiens, salut Laure Limangi. Ils nient tous trois farouchement faire appel à la psychologie, mais se comparent volontiers à des physionomistes. Ils admettent le plus sérieusement du monde décidé à la tête du client. Quel livre lui sera proposé ? L'opération se déroule toujours de la même manière. On s'assoit devant le guichet. Le libraire derrière la vitre vous dévisage un court moment, pose si nécessaire 1 ou 2 questions auxquelles on répondra seulement par oui ou par non, puis il quitte son fauteuil et disparaît dans les rayons de la librairie derrière lui. Après un court instant, le libraire revient muni d'un livre. Il vous montre sa couverture, énonce d'une voix claire son titre, annonce son prix et le dépose dans un tiroir pivotant qu'il fait basculer de votre côté. Les choix des libraires sont fermes, définitifs et dûment facturés. On proscrira absolument la contestation. Qui prétendrait avoir déjà lu le livre proposé s'exposerait à la petite humiliation publique de s'entendre dire « Alors relisez-le, parce qu'à l'évidence, vous n'y avez rien compris ». Si d'aventure quelqu'un s'entête à refuser la prescription, le libraire inscrit son nom sur la liste d'exclusion. La publication de cette liste représente aujourd'hui un petit événement culturel en Espagne. Les suppléments littéraires des grands quotidiens se disputent chaque année l'exclusivité de la révélation des proscrits et des réhabilités. Devenus des figures influentes des lettres espagnoles, mais attendez, vous verrez, on a bien pire que ça dans ce petit livre. Les libraires ne commentent jamais la liste. Les maisons d'édition surveillent leurs choix attentivement, ne manquent pas de leur faire parvenir leur production, malgré leurs dénégations empressées. Royo, Murga et Meoca sont bien entendu tout à fait capables d'enterrer un livre ou de faire la fortune d'un auteur. Les mauvaises langues et les perfides et les envieux les surnomment les petits grands d'Espagne. Ils ne manquent pas de propager les pires rumeurs à leur propos. L'une des plus tenaces prétend que les libraires ne refuseraient pas de très beaux présents offerts par des amis très liés à certains groupes d'édition en contrepartie d'une aide providentielle en faveur de tel roman ou de tel auteur. Je juge pour ma part ces allégations sans fondement. Je vais peut-être inverser parce que je voulais vous lire Artemus Weiss et le dédier à Bruno Lalonde. Je finirai avec. Je vais vous parler d'Henri Noël Grelneau. Ben bien sûr, il fallait bien qu'il parle d'Henri Noël Grelneau. Vous-même, vous vous en souvenez d'Henri Noël Grelneau. Vers la fin des années 60, Henri Noël Grelneau, libraire du quartier latin, a eu l'étonnante idée de ne proposer à la vente qu'un seul livre par an. Après avoir jeté son dévolu sur un titre, il en commandait une quantité suffisante pour remplir entièrement sa librairie. Au terme de quelques mois d'exploitation, il est devenu évident que son idée ne recueillait pas le succès escompté. Comme il fallait transiger pour survivre, il s'est résolu, la mort dans l'âme, à sélectionner 2 livres par an. À raison toutefois d'un titre par semestre. Le rythme est ensuite passé à 1 titre par trimestre, mais c'était à l'évidence la dernière concession à laquelle il était prêt. Contre toute attente, la librairie a cessé son activité après 12 ans d'exploitation. Non, faute de clients. On se doute qu'une telle longévité n'est pas le fruit du hasard. Grelneau avait fini par se forger une réputation.
par une inexplicable alchimie née de l'ère du temps. Ses prescriptions avaient pris la valeur de paroles d'évangile. On se pressait chez lui pour acheter le bon goût fait livre de poche. Ce qui importait, au fond, c'était d'avoir tamponné sur la 2e ou la 4e plat de couverture la marque de la librairie, l'unique. Là, je vais sauter un peu. Henri Noël Grelneau a estimé un beau jour, ou une nuit, sait-on, que sa tâche était accomplie. Peut-être était-il fatigué des mondanités, craignait-il de voir sa librairie devenue un lieu à la mode, retourné à l'anonymat. Quelles qu'aient pu être ses raisons, le temps était venu pour lui de faire autre chose. La fiche de fermeture définitive posée sur le rideau de tôle ondulée a pris de court tout le monde, y compris Michel Dornano, éphémère ministre de la Culture des derniers mois de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. La preuve que tout est vrai, ça c'est vrai. Qui environnait de le promouvoir au rang d'officier des arts et lettres. Grelneau n'a pas laissé d'adresse. Il a donné au début des années 2000, avec la complicité du libraire Sylvain Goudemard, un dernier signe de vie sous la forme d'un petit catalogue analytique des ouvrages vendus par la librairie L'Unique. Cet élégant volume, tiré à 350 exemplaires, porte en sus des 9 gravures une dernière marque qui représente une librairie au rideau baissé. Et on va finir donc avec... il y en a 20, je dévoile pas grand-chose, dédié à Bruno Lalonde, livre voyageur, Montréal. Artemus Weiss possède une librairie à Morges, en Suisse, non loin du musée Paderewski. L'homme, avec ses costumes sombres confectionnés sur mesure, son épaisse moustache grise soulignée d'une mouche sous la lèvre inférieure et ses cheveux poivre et sel qu'il coiffe en arrière, ressemble à un poète parnassien. Sa librairie près du lac existe depuis presque 40 ans. Plus qu'un commerce ordinaire, elle tient du cabinet de travail. Bien que son établissement soit ouvert au public sans restriction, Weiss reçoit peu de visiteurs. Il faut admettre que les livres sont dans cet endroit rangés sans logique apparente, ce qui ne manque pas de désorienter et de décontenancer flâneurs et clients potentiels. Artemus Weiss pratique le métier de libraire d'une manière inhabituelle. Ceux qui font appel à ses services admettent que leur situation est désespérée. Leurs appartements sont envahis de livres. Leur bibliothèque déborde. Leurs étagères plient sous le poids des volumes au point qu'elles menacent parfois de s'effondrer. La mémoire ne suffit plus quand il s'agit de retrouver la trace d'un livre dans ce capharnaüm, où les volumes sont fréquemment rangés sur 2 épaisseurs, tandis que d'autres, glissés horizontalement, coiffent l'ensemble. Si vous connaissez mes étagères, on en est tous un peu là. Hein. Et Bruno Lalonde, justement, descendait dans sa cave. Encore pire. Il faut, dans cette situation, déployer des trésors de ruse et abandonner toute logique de classement. On dirait Dante. Consentir enfin à tous les renoncements pour ajouter le plus fin des opuscules à l'édifice. Weiss intervient dans ce contexte. Il estime que son travail est comparable à celui d'un confesseur. Il agit avec ses clients comme un prêtre, un médecin ou un banquier. Il les écoute parler sans évoquer la question des livres. Il laisse son interlocuteur y venir de son propre gré, à son rythme. C'est seulement lorsqu'il a parfaitement compris quelles sont ses motivations, ses goûts et ses centres d'intérêt qu'il consent à explorer la bibliothèque en détail. Il s'attarde rarement sur le contenu, sinon pour regarder de plus près un livre ou une édition particulière qui aurait attiré son attention. C'est la forme, la masse, la géographie de l'ensemble qui l'intéresse. Niveau, fil à plomb, réglette, lampe sont ses instruments de prédilection. Il mesure, inspecte, note, se contorsionne autour des meubles en écarquillant ses yeux de myope pour fouiller les interstices. Ses observations lui permettent de déceler dans l'écheveau des bibliothèques surpeuplées
les creux et les espaces vides dans lesquels il est encore possible de glisser un ouvrage. Enfin, il propose un choix de livres dont l'épaisseur et le format permettent de les intégrer sans difficulté dans la bibliothèque du client. Ceux qui ont bénéficié de ce petit miracle vouent à Artemos Weiss une estime sans pareille. Beaucoup font appel à lui pour ranger leur bibliothèque à la suite d'un déménagement. Weiss s'est improvisé bibliotacte sur le tard, mais il admet volontiers que c'est aujourd'hui l'essentiel de son activité. Sa manière de pratiquer la librairie laisse en effet assez peu de chance à la fortune. Mais de cela, il ne paraît pas se soucier outre mesure. Ah, ces deux petits livres, Le corps des libraires 1, Le corps des libraires 2, franchement, avec 30 librairies inventées, explorées, racontées, mais qui tout interrogent. Le livre, l'écriture et cette étrangeté qu'est notre pulsion à lire. Franchement, des plaisirs comme ça, c'est pas tous les jours. Merci, et merci aussi à l'auteur Vincent Pointé. Bravo.